Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo facecam, donc ça me fait plaisir. C'est mon petit bilan de la fin de l'année, alors de l'automne, mais vu qu'on est en janvier, j'ai l'impression que l'automne ça s'est fini il y a 1000 ans. Mais en soi c'est un bilan de l'automne, comme je le fais à chaque trimestre maintenant, c'est des vidéos que j'adore faire, j'ai l'impression qu'elles vous plaisent aussi. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses dont je vais vous parler. Et on commence tout de suite avec la première catégorie, une catégorie plutôt chargée puisqu'on va parler des films. Et les 3 derniers mois, j'ai vu 10 films, c'est un record pour moi, c'est quasiment plus que ce que j'avais vu en 2020. Donc on commence tout de suite, je vais essayer à chaque fois de vous faire un résumé à peu près rapide et vous donner mon avis. Et le premier film que j'ai vu cet automne, c'est le grandiose, le magnifique, l'incroyable Dune. Alors pour vous faire un petit brief de Dune si vous en avez pas entendu parler, que vous attendez. On va suivre l'histoire d'un jeune homme brillant qui n'est autre que Paul Atreides et ce personnage qui est interprété par Timothée Chalamet va être voué à un destin un peu hors du commun mais surtout assez désagréable pour lui en fait, puisque c'est un destin qui va faire que tout l'avenir de son peuple et de sa famille va reposer sur ses épaules. Donc sympa, t'es jeune, tu vis ta vie et on t'annonce ça. Et en fait ça se passe dans un univers très particulier où il y a plusieurs planètes et Paul Atreides va être destiné à aller sur la planète la plus dangereuse de l'univers, qui est une planète en fait où il y a la denrée la plus précieuse pour les hommes. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir plusieurs forces maléfiques qui du coup vont se disputer cette planète parce que forcément on parle de denrées précieuses, tout le monde veut la voir, évidemment sinon c'est pas drôle. Et on va suivre tout ça dans un film qui est assez long puisqu'il me semble qu'il dure un peu plus de 2h30. Mais honnêtement je l'ai pas vu passer, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, je l'ai vu au cinéma et j'étais bouche bée du début à la fin. J'aime beaucoup Timothée Chalamet, j'aime aussi beaucoup Zendaya qu'on avait beaucoup teasé mais finalement qui apparaît que très peu dans ce premier volet. C'est une adaptation que j'ai trouvée absolument dingue, il y a une cinématographie qui est hyper agréable à l'œil, c'est hyper beau, la bande son est magnifique, j'aime beaucoup l'histoire et en fait c'est exactement comment j'imagine et comment je rêverais de voir les livres de fantasy ou de science-fiction que je lis adaptés au cinéma. Pour moi c'est une parfaite réussite. J'ai pas lu le livre, donc peut-être que je suis à côté de la plaque en disant ça, mais vraiment je regardais ce film en me disant c'est comme voir un livre à l'écran et c'est merveilleux. J'étais au cinéma et je me disais waouh, je suis devant quelque chose d'immense et j'avais un peu l'impression de me dire, je suis un peu une privilégiée de me dire que peut-être dans 15 ans je pourrais dire moi j'ai vu le premier Dune au cinéma comme les gens qui disent qu'ils ont vu le premier Star Wars ou le premier Seigneur des Anneaux, que sais-je. Bref, c'est un film que je vous conseille vraiment de voir, qui m'a retourné le cerveau, j'avais très envie de le revoir les semaines qui ont suivi. Bon, malheureusement je l'ai pas fait, mais gros coup de cœur pour commencer cette saison. Et ensuite, j'ai regardé un film qui est disponible sur Netflix que je devais regarder depuis très très longtemps et c'est Ready Player One, à qui j'ai mis la note de 4 étoiles à peu près. Ready Player One, ça se passe en 2045 dans un monde qui est le nôtre mais version très très chaotique et du coup le fait que le monde soit dans un chaos comme ça, les gens vont se réfugier dans de la réalité virtuelle, un jeu qui s'appelle en fait l'Oasis et dans lequel il va y avoir une quête puisque son créateur, James Halliday, qui est décédé, a laissé un peu des easter eggs cachés pour retrouver sa fortune. Et nous, on va suivre en particulier le personnage de Wade Watts, qui a une vie qui honnêtement n'est pas très facile, mais qui, même s'il n'en a pas l'air, est plutôt doué dans tout ce qui concerne l'Oasis en fait. Et on va suivre ses aventures et ça parle de beaucoup de sujets, de la famille, de la misère, de l'amitié. Et vraiment j'ai passé un super bon moment. En vrai j'ai trouvé que c'était assez fascinant, les batailles elles sont plutôt épiques, c'est sympa. Il y a énormément de refs, évidemment je n'en avais aucune ou presque, mais pour toutes les personnes qui je pense aiment un peu tout ce qui est jeux vidéo des années 80-90, qui connaissent un peu tout ça, vous allez passer un moment encore plus génial que moi. Franchement, c'est hyper cool et apparemment il y a un livre à la base qui est encore au-dessus. Alors j'avoue que j'ai pas très envie de lire le livre, mais quand on ne regarde que le film, c'est vraiment un très bon film, j'ai trouvé. Et ensuite, je suis retournée au cinéma. Vous allez voir, je suis beaucoup allée au cinéma les 3 derniers mois, que ce soit seule ou accompagnée, parce que vraiment j'adore ça et je me rends compte que c'est quelque chose qui me fait du bien, donc autant en profiter. Et j'ai été voir Boîte Noire qui a mérité un 5 étoiles. Alors c'est pas un coup de cœur, mais ça en est pas loin. Dans ce film, on suit Mathieu Vasseur qui est interprété par Pierre Ninet, que j'ai trouvé absolument fantastique dans ce film. Et en fait, ce Mathieu Vasseur est un technicien du BEA qui en gros est une boîte qui gère un petit peu tous les accidents de l'aviation civile.
Et là, il va y avoir un crash entre Paris et Dubaï et il va se retrouver enquêteur en chef de cette histoire. Et nous, on va suivre un peu tout ce qui se passe. Est-ce que c'était une défaillance technique? Est-ce que c'était à faute du pilote? Est-ce que c'était du terrorisme? Et c'est un thriller qui est vraiment impressionnant, c'est un rythme assez haletant. Je trouve que la bande son, encore une fois, elle est hyper bien pour se mettre dedans. Parce qu'en fait, Mathieu Vasseur est surtout très fort pour tout ce qui est écouter les sons des boîtes noires, etc. etc. Et du coup, c'est fou parce qu'il répète en boucle tout l'enregistrement et ça te monte à la tête. Et en fait, c'est hyper bien fait parce que tu te retrouves toi-même dans le même stress dans lequel Mathieu Vasseur est, et c'est assez fou, j'ai trouvé. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance absolument monumentale. Il y a la patte française, mais qui, pour moi, n'a rien à envier pour le coup à des gros trucs américains ou anglophones, etc. Vraiment, c'est un super film que j'ai adoré. Et il y a deux choses qui ont fait que ça a un peu fait pencher la balance en plus pour que vraiment j'aime ce film. Déjà, il y a des énormes ressemblances, je trouve, avec le film Le Chant du Loup, qui est un film que j'ai trouvé absolument fantastique et que j'ai regardé il y a plusieurs années maintenant. Bon, en gros, pour vous faire un résumé vite fait, parce que c'est pas l'histoire, mais là, c'est avec des sous-marins, et puis il y a quelqu'un qui est hyper fort pour écouter les sons aussi. Et vraiment, du coup, il y a un côté un peu similaire, juste sous-marin versus avion. Et le deuxième truc, c'est que dans le film, ça parle de l'ENAC, etc. Et c'est une école d'ingénieurs de l'aviation civile que je connais. Et du coup, je me disais, oh, mais je connais, je sais ce que c'est. Et comme après, ça parlait de trucs aussi que je connaissais un peu sur les avions et tout, je me disais, waouh, je comprends ce qui est dit. Et du coup, forcément, ça jouait un petit peu en sa faveur. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. Et je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu, parce que je trouve que c'est le genre de film qui, à la française, qui fait du bien et qui est incroyable. Et ensuite, malheureusement, le prochain film que j'ai vu, je l'ai pas autant aimé, mais en même temps, après 3 films aussi géniaux que les précédents, ça ne pouvait qu'arriver. J'ai été voir Eiffel au cinéma, qui mérite peut-être un 2,5 sur 5, peut-être moins, on va dire 2,5. Donc, dans ce film, bon bah, tout est dans le nom, on va suivre Gustave Eiffel qui est au sommet de sa carrière et le gouvernement en fait veut quelque chose de monumental pour l'exposition universelle de 1889. Sauf que Gustave Eiffel, lui, il ne pense qu'à une chose, c'est le métropolitain, ça l'obsède, il ne veut faire que ça, jusqu'à ce qu'il retrouve, par hasard, son amour de jeunesse. Et bingo, là, on va apprendre toute la construction de la tour Eiffel, et voilà. Et bah, franchement, il y a plein de trucs qui m'ont dérangé. Déjà, on va passer sur les points positifs. L'esthétique est incroyable, c'est hyper beau à regarder, tout est dans un jeu de regard sur les relations, etc. Franchement, c'est beau, on peut pas retirer ça. J'ai trouvé hyper intéressant tout ce qui concernait la tour Eiffel en fait, que ce soit les dessins qui étaient faits, toutes les techniques utilisées. Honnêtement, je sais pas si ça s'est passé comme ça exactement, c'est un film et je me suis pas renseignée, mais ça reste hyper intéressant, hyper ingénieux. Franchement là-dessus, j'ai rien à dire, j'ai beaucoup aimé. Mais alors par contre, il y a tellement de trucs qui m'ont dérangé. Déjà, bon, je partais avec des a priori parce que je savais que les acteurs avaient un grand écart d'âge, sachant que c'est censé être un amour de jeunesse, donc ils sont censés avoir le même âge. Quand il y a 22 ans d'écart entre les acteurs, déjà c'est pas cohérent, et surtout ça se voit là, enfin, les deux acteurs sont très bons, et tous les acteurs sont très bons, mais vraiment du début à la fin, je ne pouvais penser qu'à ça, ça me dérangeait, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris une femme du même âge que l'acteur principal. Ça n'a pas de sens et ça m'a dérangé, même si les acteurs sont très bons, vraiment j'ai trouvé que c'était dérangeant parce que déjà ça semblait pas naturel et surtout ça traduit quand même quelque chose du cinéma. C'est bon, les actrices elles ont le droit d'avoir plus de 40 ans, hein. Enfin voilà, bref, ça m'a dérangé, première chose, et en plus je le savais à l'avance, donc je savais d'avance que ça allait me saouler, mais bon. Et ensuite, bon bah l'autre truc qui est quand même la raison principale qui m'a dérangé, c'est que le scénario, il est vide, il se passe rien de très intéressant. C'est une romance qui, honnêtement, a pas plus grand intérêt que ça. Bon, ok, les jeux de regard, c'est stylé, mais à un moment, il n'y a jamais de dialogue, quasiment. Donc ça devient vite un peu relou, un peu long. La seule raison pour laquelle ça valait le coup d'aller au cinéma, c'est pour le visuel, qui, je pense, est agréable à regarder sur le grand écran. Je pense pas que ce soit un mauvais film, mais tout ça combiné, ça fait que ça m'a pas vraiment plu, voire pas plu. J'ai pas passé un horrible moment non plus. Mais voilà, ça ne marquera pas mes esprits et la seule chose que ça m'a donné envie de faire, c'est de monter sur la tour Eiffel par contre, parce que pour le coup, ça fait quand même rêver toute l'histoire qu'il y a derrière, etc. Et nouveau film que je n'ai pas aimé au cinéma encore une fois, ce film je suis allée le voir toute seule, c'est The French Dispatch. C'est un film où il y a encore Timothée Chalamet, j'avoue que c'est un peu une des raisons aussi qui m'a poussée à aller voir ce film. Comment le résumer ? Bah on peut pas trop le résumer, mais en gros c'est un film dans lequel il y a une sorte de recueil d'histoires qui est montré à l'écran
du XXe siècle qui sont en fait des petites histoires qui sont dans un journal américain qui est publié dans une petite ville paumée imaginaire française. Et donc toutes ces histoires sont interprétées, donc il y a plusieurs histoires en parallèle, etc. Bah ça a été une étoile. Je suis allée au cinéma, je me suis endormie, j'ai même pas fini mes popcorn, c'est pour dire. Bon, je les ai ramenés, mais voilà. Et je sais pas, ce film n'était pas pour moi. Je sais que énormément de gens ont aimé. Alors c'est un film de Wes Anderson qui apparemment a un style très particulier. Je pense que c'est le premier film que je vois de lui. Et soit les gens adorent, soit les gens détestent. Et malheureusement, je pense que j'ai fait partie de la deuxième team. J'ai rien compris. C'était beau à regarder. Il y avait vraiment... Ça mélangeait plusieurs styles visuels. C'était intéressant à regarder, mais j'ai rien compris quoi. Donc au bout d'un moment, bon bah voilà, je me suis endormie, ça traduit quand même beaucoup de choses. Donc on va passer au film suivant. Et le film suivant, c'est le film de House of Gucci, dont vous avez peut-être entendu parler déjà parce qu'il y a des acteurs qui sont assez incroyables dedans. Il y a aussi Lady Gaga qui vraiment avec ce film montre qu'elle est capable vraiment non seulement d'interpréter un rôle, mais d'incarner ce rôle. Et c'est assez, franchement, c'est assez impressionnant. Mais bref, qu'est-ce que c'est House of Gucci? C'est tout simplement l'histoire de la famille Gucci. Moi, je ne connaissais rien à cette histoire. J'avais pas regardé la bande-annonce, j'en avais juste entendu parler de ce film. Et c'était bien, justement, de tout découvrir. Je trouvais ça presque mieux, finalement. Les acteurs sont super, l'histoire était cool, mais pour moi, ça ne dépasse pas les 3 étoiles pour plusieurs raisons. Déjà, c'est quand même, franchement, long. C'est encore plus long que Dune, je crois. J'étais avec une amie qui s'est endormie. Alors moi, je me suis pas endormie, pour le coup, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Mais en fait... Quand on lit le résumé, je vais pas vous le faire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, ça parle de quelque chose qui finalement n'arrive que dans le dernier quart du film, alors que bah t'as l'impression que ça va être l'histoire principale quoi. Et du coup tout le début c'est bien, mais tu te dis pourquoi passer autant de temps là-dessus quoi. Enfin, et du coup ça m'a un peu dérangée. Après ça reste franchement intéressant. Voilà, je passe un bon moment. Je sais pas si je recommanderais ce film, mais si vous allez le voir, bah ça reste correct. Et après j'ai eu un nouveau coup de cœur, ça m'a fait du bien après ces dernières déceptions un petit peu, et qui est un film que je n'ai pas vu au cinéma pour le coup, et qui est un film d'animation dont j'avais entendu parler pour la première fois seulement quelques semaines avant avec la vidéo de Sofiane sur votre film d'animation préféré ou je sais pas quoi. Vraiment j'en avais jamais entendu parler. C'est Spider-Man Into the Newverse ou Spider-Man New Generation en français. Alors ils ont laissé le titre en anglais mais ils l'ont changé, c'est un peu bizarre quand même mais bon, c'est un détail. Et waouh! Alors j'ai vu aucun Spider-Man, mais ça m'a trop donné envie, vraiment, genre 5 étoiles plus, genre coup de cœur. Petit résumé. On va suivre Miles, qui est un adolescent qui vit à Brooklyn et qui va essayer de s'intégrer dans son nouveau collège qui lui plaît franchement pas trop, jusqu'à ce qu'il se fasse mordre par une araignée radioactive et qu'il se découvre de mystérieux pouvoirs. Oh, on ne s'y attendait pas. Pardon. Et en parallèle de ces nouveaux pouvoirs qui apparaissent, il y a le cerveau criminel de la ville qui est en train de construire un accélérateur de particules pour pouvoir créer un portail vers d'autres mondes, entre guillemets, enfin des mondes parallèles. Et sauf qu'en fait, il va y avoir des petits cafouillages et plein de Spider-Man de différents endroits vont se retrouver dans le monde de Miles. Et tout ce beau monde va se retrouver ensemble. Et puis à partir de là, il va y avoir une histoire, comment sauver la planète de ce mystérieux criminel, comment permettre aux Spider-Man de rentrer chez eux. Bref, plein d'intrigues. Et ça a été waouh, vraiment j'ai adoré ce film. L'animation est super belle, la musique est trop bien. J'ai trouvé que l'histoire de Spider-Man comme ça avec plein de Spider-Man hyper stylés, ça mélangeait plein de styles différents, de la BD, du manga, film d'animation classique. Franchement c'était hyper stylé au niveau visuel. Voilà, l'histoire elle m'a plu, l'intrigue elle m'a plu, j'ai passé un super bon moment et juste ça m'a donné envie de découvrir plus de Spider-Man. Et ensuite on passe à ce que j'ai regardé aux dernières vacances globalement avec 2 films de Noël. Donc pour le coup Noël est passé, je pense pas que vous allez regarder des films de Noël maintenant donc je vais passer très vite. J'ai vu Holiday à qui j'ai mis 3,5 sur 5 qui est sur Netflix et qui est un film en gros d'une fille qui en a marre de passer les fêtes à chaque fois célibataire alors que tout le monde dans sa famille lui fait des remarques par rapport à ça et elle va rencontrer un mec et donc ils vont se dire ah bah c'est une super idée, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir ensemble que pour les fêtes. Donc aux fêtes en gros ils vont dans la famille de la fille faire semblant d'être en couple et voilà et c'est une petite romance de Noël bien mimes. Franchement j'ai passé un bon moment, c'était pas incroyable mais c'était cool et je suis contente de l'avoir vu. Et ensuite, l'autre film de Noël que j'ai vu était aussi sur Netflix. Pour le coup, je l'ai vraiment bien aimé. Ça mérite un 5 étoiles. Bon, pas un coup de cœur, mais
Pour un film de Noël, c'est un 5 étoiles et c'est The Holiday avec Cameron Diaz. Et c'est un film qui est assez vieux. C'est en fait l'histoire de deux femmes qui vont échanger de vie. Toutes les deux sont dessus en amour pour différentes raisons. Et donc elles vont l'une et l'autre échanger leur maison, échanger toutes leurs habitudes. Et finalement, les deux elles vont adorer voilà, leur vie, romance de Noël et trop mimes. C'est franchement, j'ai passé un trop bon moment. Et le dernier film que j'ai vu plus récemment, honnêtement on n'était plus en automne, mais c'est pas grave, je dis tous les films que j'ai vus jusqu'ici, comme ça j'en aurai pas trop la prochaine saison. C'est Don't Look Up, dont vous avez sans doute entendu un petit peu parler, mais je suis obligée d'en parler parce que c'est un film qui vraiment a énormément résonné en moi, un peu trop peut-être, et qui m'a beaucoup chamboulée sur le coup. C'est un film qui est sur Netflix, dont vous avez sans doute entendu parler parce qu'il y a des acteurs, il y a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. Vraiment, enfin, il y a plein d'acteurs et globalement c'est l'histoire, donc on est sur la Terre, il y a des scientifiques qui découvrent qu'une comète arrive droit sur la Terre et que dans 6 mois elle va exploser et tout le monde va mourir et en fait ils veulent en parler, sauf que tout le monde s'en fiche, le gouvernement, les médias, les gens, tout le monde est en mode « oh ça va » ou alors ils pensent que la technologie va les sauver, bref. Vous avez compris l'idée, tout le monde s'en fout. C'est un énorme parallèle avec ce qui se passe du réchauffement climatique. Et pendant tout le film, je vous jure, j'ai eu un sentiment que je n'avais jamais eu devant un film. J'avais envie de m'agripper à quelque chose et de me dire non, genre ça fait mal de voir ce que t'as l'impression de vivre au quotidien dans un film avec tant de réalisme. Alors oui, c'est un peu différent parce que, déjà, grosse différence, c'est que dans le film, c'est une comète qui nous fonce dessus. Dans la vraie vie, c'est nous la comète finalement. Mais, voilà, il y a beaucoup de similarités même dans les personnages. On peut un peu retrouver qui a voulu être interprété, etc. Mais juste vraiment, c'est un film qui m'a retourné. Je vous invite vraiment à le voir. Et je trouve ça assez incroyable l'effet que ce film a. Et je trouve ça bien, finalement, que peu importe la manière, tant qu'on parle de l'impact que le réchauffement climatique peut avoir. Et vraiment, je vous invite à voir ce film. Et c'est terminé pour la partie film, c'est déjà pas mal. Et on va passer à la partie série animée. J'en ai regardé un petit peu, je crois 6 ou 7. Mais voilà, j'ai pas non plus explosé mes records là-dessus. Déjà, je crois que je vous en avais parlé à la dernière vidéo, que j'avais commencé Jujutsu Kaisen, et bah là j'ai terminé Jujutsu Kaisen. C'est un énorme coup de cœur, c'est un animé donc dans lequel on va suivre Yuji Itadori qui est un jeune garçon, un jeune lycéen qui fait partie d'une association de spiritisme. Il y va pas parce qu'il croit aux fantômes mais juste parce qu'en gros il a une incroyable force physique, donc ça arrange bien ses petits compères pour faire un peu toute leur mission, sauf qu'il y a une des missions qui va mal tourner et il va se retrouver à avaler un artefact qui n'est autre qu'un doigt, et ce doigt, c'est le doigt du démon Sukuna. Et donc en fait il va se retrouver possédé par le démon Sukuna, et à partir de là, toute une histoire va se construire. Il va devoir apprendre à faire de l'exorcisme, etc. Et je sais pas comment vous dire, mais cet animé est rentré dans mon top 10 grand minimum, et je pense qu'il va augmenter avec les saisons qui arrivent, parce que c'est un shonen. Déjà, j'aime tous les personnages, qui globalement est assez rare. Dans un animé, tu as toujours des personnages que tu aimes moins que d'autres, etc. Là, vraiment, je les adore, les persos, je les trouve fantastiques. L'animation, trop belle. Leur pouvoir, trop stylé. Bref, c'est un shonen, mais de qualité supérieure. Puis, il y a des plot twists, il y a plein de choses qui se passent, etc. Et vraiment, j'ai tellement hâte de voir la suite. Ensuite, je vais regarder Squid Game, évidemment. Bon, je vais pas vous faire de résumé, parce que soit vous en avez entendu parler, soit vous vivez dans une grotte, soit vous vous en fichez, je pense. J'ai adoré. Il y a une saison 2 là qui vient d'être officiellement annoncée. Et j'attends de voir. J'espère qu'ils vont pas gâcher cette saison 1 qui pour moi était parfaite. Vraiment, j'ai passé un très bon moment devant. Ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de regarder et ça m'a donné envie de regarder plus de dramas coréens. Voilà, donc très bonne série également, je vous invite à aller la voir si c'est toujours pas fait, même si ça peut vous rebuter à première vue parce que tout le monde en a parlé, peu importe, regardez, c'est trop cool. Ensuite, j'ai regardé la saison 1 d'un animé de sport, un animé de natation qui n'est autre que Free. Je vais pas vous faire de résumé, parce que je vous en ferai peut-être un quand j'aurai fini tout l'animé, mais globalement c'est un animé de natation, quoi, un animé de sport, c'est trop cool, j'ai passé un bon moment et voilà. Ensuite, j'ai regardé la dernière partie, enfin, de Sword Art Online. Je l'avais un peu fait traîner cette partie puisque j'avais la flemme de m'y mettre. Du coup, j'avais un petit peu oublié ce qui s'était passé avant. C'était cool.
Mais je sais pas comment dire, je me suis un peu lassée de Sword Art Online finalement, j'ai l'impression. Même si c'était super, j'ai pas non plus été waouh, trop bien. Donc voilà, après c'est un animé que de manière générale j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé en fait à la base, puisque chaque saison a un peu des histoires différentes, mais à la toute base c'est l'histoire d'un personnage, et pas que d'un personnage, mais du personnage principal, qui joue à un jeu de réalité virtuelle, donc dans lequel il faut mettre un casque, etc. C'est un jeu d'aventure, etc. Sauf qu'il va y avoir un problème et tous les joueurs vont se retrouver coincés dans ce monde, ils ne peuvent plus enlever ce casque au risque de mourir, etc. Et il y a plein de problèmes, du style que si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Super. Et de là part toute une intrigue, et vraiment les premières saisons j'ai adoré. Je pense que les premières saisons font partie de mes animés préférés, même si c'est bizarre à dire. J'ai un peu décroché avec le temps aussi parce que ça fait très longtemps que du coup je suis cet animé, mais ça reste un bon animé que je vous conseille au moins pour les premières saisons qui sont vraiment incroyables. Et ensuite j'ai regardé deux téléréalités. Je regarde pas vraiment de téléréalités à la télé, par contre j'aime bien certaines qui sont sur Netflix, ça me fait passer un bon moment. Je vous avais déjà parlé de The Circle la dernière fois. Et bah là j'ai regardé la dernière saison de Selling Sunset. Alors pour le coup c'est je vais pas vous mentir, c'est une téléréalité qui incarne tout ce que je déteste. Mais je sais pas, je passe un bon moment devant, en général, voilà, c'est pour me détendre quand je suis dans une période stressée ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui me fait rire. En fait, on va suivre une agence immobilière qui, majoritairement, à part les patrons, ce ne sont que des femmes donc, qui sont agentes immobilières, mais globalement, on suit juste leurs histoires de cœur, leurs embrouilles, etc. Quand je dis que ça incarne tout ce que j'aime pas, c'est que ça incarne vraiment, genre, le capitalisme, la superficialité, les embrouilles de gosses, enfin vraiment c'est de la télé-réalité américaine à l'extrême, mais franchement je m'amuse bien devant, donc je vais pas vous mentir, voilà, c'est sympa. Et enfin la dernière télé-réalité que j'ai regardée, c'est Singles Inferno, qui est une télé-réalité coréenne et qui en français a été traduit par Sauve qui pécho. Je ne sais pas pourquoi ça a été renommé comme ça, c'est drôle, mais voilà. Et c'est la première fois que je regarde une télé-réalité coréenne. Et donc en fait c'est une télé-réalité un peu île de la tentation, donc ils vont se retrouver sur une île, des garçons et des filles, et il faut former des couples quoi. Et c'est pas trop ce que j'aime habituellement comme télé-réalité, etc. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était super cool parce que, je sais pas, en fait les Coréens déjà, je trouve que c'est pas du tout comme les télé-réalités françaises où il y a des histoires d'amour, etc. Il y a un côté un peu respectueux que j'aime bien et puis c'est hyper différent ouais, de tout ce qu'on a l'habitude de voir, donc je passais un bon moment, franchement il y avait 2 épisodes qui sortaient par semaine, là c'est fini et c'était cool, s'il y a une prochaine saison je regarderai avec plaisir. Et on a terminé pour nos 2 plus grandes parties. Comme d'habitude pour la partie livre, il y aura une vidéo dédiée dans laquelle je vous parlerai aussi je pense de mes objectifs livresques de l'année qui sortira dans 2 semaines je pense. Et là, on va passer à la catégorie avec un petit peu tout le bazar. Mais j'ai quand même essayé de séparer ça et d'ordonner ça en commençant par YouTube. Pour YouTube, honnêtement, j'ai pas grand chose à vous conseiller parce que j'ai pas découvert grand monde ces derniers mois. J'ai peut-être été même un peu moins sur YouTube que d'habitude. Mais j'ai quand même envie de vous conseiller une booktubeuse que j'aime beaucoup. Pour le coup, maintenant, je regarde toutes ses vidéos. Qui s'appelle Galiane Goural et qui fait des vidéos livresques, donc sur des livres uniquement. Et quasiment que de la romance. C'est une grande fan de romance. Elle a lu tellement de livres de romance, ça m'impressionne. Et je sais pas, je sais que c'est une personne à qui je pourrais faire confiance pour mes goûts. J'adore sa façon d'être, je la trouve hyper naturelle quand elle parle. Et vraiment, j'adore ce qu'elle fait, donc voilà, je voulais vous partager son compte parce que si jamais ça intéresse certaines personnes parmi vous, abonnez-vous, elle est trop cool. Je pense qu'elle sort à peu près une vidéo par semaine et vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Ensuite, on va passer à la catégorie musique qui est un peu plus chargée, mais pas trop non plus. Déjà, je veux vous parler de l'album d'Orelsan qui est sorti, donc vous avez probablement, sûrement entendu parler. L'album s'appelle Civilisation et... comment vous dire que j'adore cet album. Franchement, je trouve que cet album a un côté jugeons la société qui me plaît énormément. Voilà, c'est très basique. Basique Orelsan. Je sais pas comment dire, c'est un album où il y a beaucoup de chansons qui ont résonné en moi. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cet album. Il y a une seule chanson que je n'aime pas, voilà, c'est Bébé Boa. Toutes les autres, je les adore. J'ai un petit coup de cœur pour certaines d'entre elles. Manifeste, qui parle un peu de tout ce qui est la précarité, etc. Et vraiment, c'est une musique qui, pour le coup, est pas une musique où on va chanter à fond dessus, mais l'écouter, c'est vraiment
hyper intense comme sentiment, je trouve. Mathilde et moi, on s'embat très vite dans un grand débat qui mélange gender fluide, ouïghour et vegan. Donc en gros, pas mal de sujets qu'en fait je connais pas. Il y a aussi Jour meilleur que j'adore. Athéna, il y a... En fait, je les aime toutes, je vais pas toutes vous les faire, mais vraiment, voilà, Manifeste, je pense que finalement, c'est ma préférée après beaucoup d'écoutes. Voilà, et j'ai adoré cet album, je l'écoute énormément, donc si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. J'aime beaucoup aussi ce que fait Freds, je l'ai découvert par hasard, je crois, sur Instagram, dans une story de quelqu'un, et depuis j'écoute beaucoup ce qu'il fait et j'aime beaucoup, donc voilà. Orelsan, Freds, et il y a aussi la nouvelle chanson de Stromae qui est sortie très récemment qui s'appelle L'Enfer. Ça a fait un peu le buzz parce qu'il l'a présenté sur TF1 au journal de 20h, et vraiment c'est une musique qui est hyper touchante, je trouve, c'est hyper bien fait, c'est agréable à écouter, c'est du Stromae mais c'est du grand art, donc voilà. Finalement que des chansons en français, c'est cool de présenter ça, parce que la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une chanteuse dont je vous ai déjà parlé pour sa chanson Voilà, c'est Barbara Pravi, et en fait à l'époque où je vous en avais parlé, je ne connaissais que Voilà parce qu'elle était passée à l'Eurovision et que je l'avais beaucoup écoutée, et j'ai décidé d'écouter un peu plus de ses musiques, et notamment une chanson qui s'appelle Cher. T'as 20 ans. 20 ans c'est beau, non? Pourtant tu sais pas bien, la confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Qui est hyper touchante, vraiment, et Barbara Pravi a une voix qui vous prend aux tripes, et voilà. Donc que des chansons en français, c'est bien aussi d'écouter des trucs francophones, de temps en temps ça fait du bien. Donc voilà, beaucoup de choses, j'écoute pas mal de musique en ce moment parce que je prends beaucoup les transports en fait, et j'écoute un peu de podcast, mais j'ai surtout envie de musique en ce moment. Et ensuite, vraiment là en vrac, je vais vous donner une application et quelqu'un sur Instagram que je suis et que j'aime beaucoup. Comme application, je vais vous parler de 1SE ou One Second Every Day. C'est une application en fait où tous les jours vous filmez une seconde de votre vie, donc au moment où vous voulez, et à la fin ça fait un film quoi. Et je l'ai téléchargé le 1er janvier, comme un de mes objectifs c'est de documenter ma vie, parce que je me rends compte qu'en fait j'aime beaucoup avoir des souvenirs et la vidéo c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est vrai que j'ai pas du tout le réflexe de filmer, à part si je fais un vlog, je ne filme pas beaucoup et je prends pas beaucoup de photos, ce qui peut paraître assez étonnant. Et j'ai envie de changer ça. Et cette application en fait envoie des notifications tous les jours, enfin si on veut, mais moi je fais. Comme ça j'oublie pas, et je pense que tous les mois, comme ça je regarderai ma petite vidéo et à la fin de l'année j'aurai 365 secondes de mon année. Bon, j'ai déjà oublié 2 jours, mais après... mais voilà, c'est une application que je trouve cool, donc si vous aussi vous aimez vous créer des souvenirs, vous aimez filmer des instants de vie, romantiser votre vie, c'est vraiment le genre d'application parfaite. Et sur Instagram, le compte dont je veux vous parler, c'est Paye ton influence. C'est un compte qui est relativement récent, que j'ai découvert grâce à Bon Pote, et c'est le genre de compte qui me plaît beaucoup. Puisque en fait c'est un compte qui, comme son nom l'indique, va parler d'influence, des influenceurs et influenceuses, et en fait va venir un peu critiquer tout ce qui ne va pas, sans être véhément envers une personne, mais plutôt envers le contenu produit. Et je trouve que même moi ça me sensibilise sur des nouveaux sujets, et donc c'est un compte qui me plaît beaucoup, et puis j'aime bien, enfin vraiment je vous conseille de le suivre si c'est pas déjà le cas. Et on a terminé. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, mais en général mes bilans durent un petit peu longtemps. J'espère que ça vous a plu. Franchement, ça me ferait super plaisir si vous commentiez pour me dire si vous avez vu ou que vous êtes abonné à certaines des choses dont j'ai parlé aujourd'hui, parce que déjà c'est bien savoir. Voilà, c'est un peu mon côté curiosité malsaine. J'ai envie de savoir si les gens sont comme moi ou pas. Et sinon, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez vu comme film, est-ce qu'il y a des séries que vous avez vues que vous me conseillez de voir, etc. Ou au contraire, pas du tout. J'aime bien, ça me permet de découvrir des nouvelles choses. J'adore découvrir des nouvelles choses. Bisous, à la semaine prochaine. Merci.